Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Surface Slate sur ce sujet craint par toutes les rédactions, les élections européennes du 9 juin 2024. Pour couvrir la campagne en cours, décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique si important et si souvent mal compris, nous nous retrouverons chaque semaine avec Jeannette Susse, chercheuse au CERFA, comité d'études des relations franco-allemandes, et à l'IFRI, Institut français des relations internationales, que les auditeurs de notre podcast New Deal connaissent bien. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. Jeannette, vous êtes allemande, je suis français, et si je le précise, c'est parce que ce sera aussi le cas de nos invités. Europa 2024, c'est un regard franco-allemand sur ces prochaines élections. Guerre en Ukraine, crise géopolitique, inflation, pouvoir d'achat, migration, transition écologique, autant de sujets qui engagent l'Union dans tout son ensemble, Jeannette. Et des sujets importants, et pourtant il est toujours compliqué de mobiliser les citoyens, de les inclure dans un débat proprement européen. Dans Europa 2024, nous avons choisi de nous pencher sur ces sujets au cœur des débats des européennes, en France, et chez son partenaire politique le plus important, l'Allemagne. Alors c'est vrai, les relations bilatérales ne sont pas toujours au beau fixe. Mais une meilleure compréhension des deux pays, des enjeux pour Paris-Berlin, tant sur le plan européen que sur le plan intérieur, est clé pour agir comme moteur pour une Europe de demain. Il y a de nombreux sujets sur lesquels se positionnent les différentes familles politiques présentes au sein du Parlement européen. Et nous le verrons au cours de ces épisodes. Qui pense quoi, qui propose quoi, et comment les partis s'emparent de ces sujets pour mobiliser leurs électeurs. Et justement, pour commencer cette série de podcasts, Jeannette, nous allons nous pencher sur le rapport des Allemands et des Français à l'Europe en général et à ce scrutin en particulier. On va voir comment se structurent nos deux populations. Bonjour Laurence de Nervaux. Bonjour. Vous êtes directrice de Destin commun, un think tank présent dans plusieurs États membres qui cherche, vous dites, à bâtir une société plus soudée face à la fragmentation sociale. Et vous suivez de très près ce qui se passe en France, on va le voir. À vos côtés, professeur Ulrich Feil, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes allemand, professeur de civilisation allemande à l'Université de Lorraine. Vous allez nous dire comment l'Allemagne se positionne face à l'Union européenne. Et avec vous aussi, nous allons parler de fragmentation, celle du système politique allemand dans le cadre des prochaines élections européennes. L'Union européenne ne se contente pas de nous empêcher de résoudre nos problèmes, elle les aggrave. Et parfois même, elle en invente. On pourrait citer le marché européen de l'électricité qui renchérit artificiellement vos factures d'énergie, de la réforme des retraites imposée par la Commission ou encore du pacte vert et de l'écologie punitive que Marine a évoqué qui fragilise en ce moment même nos agriculteurs. Quand Bruxelles va à l'encontre de nos intérêts, nous devons être capables d'opposer la voix de la France et ce qu'André Malraux appelait la force du non dans l'histoire. Face à la continuité dans le pire, nous sommes la promesse du changement. Face au camp du renoncement, nous sommes celui de la puissance française. Nous ne portons ni le défaitisme de ceux qui veulent isoler la France, ni l'angélisme de ceux qui subissent tout sans jamais se rebeller. Au fond, nous sommes ceux qui n'ont jamais oublié l'avertissement de Victor Hugo. L'Europe ne peut pas être tranquille tant que la France n'est pas heureuse. On vient d'entendre Jordan Bardella, c'était à Marseille le 3 mars dernier pour le lancement de la campagne pour ces élections européennes de 2024. Alors s'il n'est plus question au RN de quitter l'Union européenne, on joue encore la carte de Paris contre Bruxelles. Laurence de Nervaux, Destin commun, vient de publier une étude sur l'opinion publique à 3 mois des élections européennes. Vous avez comparé l'opinion publique en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Et ce qu'il en sort, c'est que l'image de l'Europe est très négative en France. Comment on peut s'expliquer cela? Comment expliquer ce manque d'engouement apparent pour l'Union européenne en France? Alors oui, c'est vrai, il y a en France une désaffection et une défiance vis-à-vis de l'Europe. D'après notre étude, les chiffres sont les suivants. Seulement 41% des Français considèrent que l'appartenance de notre pays à l'Union européenne est une bonne chose, contre 54% des Allemands. Et si on leur demande au niveau personnel, est-ce que l'Union européenne a un impact positif ou négatif sur votre vie, on a 37% des Français qui disent que l'Union européenne a un impact négatif, contre seulement 28% des Allemands. Ce qu'il faut comprendre,
comprendre, c'est qu'en fait, cette défiance est avant tout alimentée par de la méconnaissance. Lorsqu'on demande aux Français s'ils ont une vision claire du fonctionnement de l'Union européenne et de ses politiques, on a 65% des Français, donc les 2/3, qui disent non, contre seulement 42% des Allemands. Donc ce décalage qui est assez effarant, je trouve. Je pense qu'on devrait mettre tous nos efforts pour y remédier, parce qu'on ne peut pas être attaché à ce que l'on ne connaît pas, à ce que l'on ne comprend pas. Mais pour autant, je voudrais nuancer un petit peu ce constat de la défiance et de la désaffection, parce que ce qu'on voit aussi dans notre étude, c'est que les Français conservent un attachement de fond à l'Europe qui est empreint de pragmatisme et de lucidité. Ils la jugent nécessaire, c'est le terme qui a été employé. Et ce pragmatisme, on voit qu'il s'est renforcé face aux crises récentes, que ce soit la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine. Et notre étude, plus largement, montre qu'on a 67% des Français qui considèrent qu'une Union européenne forte est nécessaire pour concurrencer d'autres grands acteurs mondiaux comme la Chine et les États-Unis. Donc en fait, ce que les Français veulent avant tout, c'est une Europe efficace. Ils veulent voir toucher du doigt ce que l'Europe apporte dans leur vie. Et on avait posé des questions dans une étude Cali. Ils nous ont donné des exemples extrêmement concrets. Par exemple, ce qu'ils retiennent de ce que l'Europe change dans leur vie, ça va être l'harmonisation des câbles USB-C quand on voyage. Ça va être le fait que le roaming est inclus dans les forfaits de téléphone. C'est la carte européenne d'assurance maladie, ce genre de choses qui est en réalité le Schengen 2.0, si vous voulez, ou 3.0. Et donc, un grand pragmatisme et un désir d'efficacité pour, si vous voulez, qualifier un petit peu cette défiance ou cette désaffection. Est-ce que c'est la première étude de ce genre que vous menez ? Et sinon, est-ce que vous avez noté une évolution, dans un sens ou dans l'autre, du rapport entre les Français et l'Union ? Alors, certaines questions de cette grande enquête avaient déjà été posées précédemment. En l'occurrence, la question sur l'impact plus ou moins positif ou négatif dans la vie des Français, on l'avait posée à l'identique il y a 2 ans. Il se trouve que le score de l'impact négatif a augmenté de 10 points. Donc ça, c'est effectivement tout à fait préoccupant. Mais justement, pour revenir au discours de Jordan Bardella, on l'a compris, il s'appuie sur cette image dégradée de l'Europe. Est-il le seul candidat à en avoir ce discours dans cette campagne? Ou quelles sont les autres positions? Vous mentionnez déjà l'opinion publique des Français au sens plus large, qui ont une approche, vous dites, plus pragmatique. En écoutant Jordan Bardella, on a tout à fait une illustration du logiciel populiste en fait, du Rassemblement national qui se construit autour de 2 ennemis contre lesquels il va monter les Français. Il y a l'ennemi du dehors et l'ennemi du dedans. L'ennemi du dehors, ce sont les migrants. L'ennemi du dedans, ce sont les élites. Du coup, on voit que l'Union européenne, c'est le bouc émissaire parfait parce que ça peut être le croisement, si vous voulez, de ces 2 ennemis. Et on atterrit sur le fantasme, le complot des élites pour promouvoir une immigration massive en Europe. C'est clairement le cœur du discours du Rassemblement national. Et vous disiez que la question de la sortie de l'Union européenne n'est plus vraiment d'actualité. En fait, ça, c'est le discours des dirigeants du parti. Mais dans l'opinion, nous, on a posé cette question. Est-ce que vous seriez favorable à une sortie de la France de l'Union européenne ? On a en population générale 31% des Français qui sont favorables, ce qui peut sembler élevé. C'est moins élevé en Allemagne. Mais dans le détail, il n'y a que l'électorat RN où ce chiffre est majoritaire, c'est 56%. Donc clairement, le Frexit, ça reste un marqueur de la culture frontiste. Ça, c'est très clair. Et ça, ce sont des questions que vous avez posées après le Brexit, après l'exemple ça déplorable du date d'il y a Brexit. un mois, Donc, ils savent très bien ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Absolument. Donc ça reste cette vision qui reste véhiculée de manière un peu plus diffuse et moins franche aujourd'hui par le RN. Mais on sait que l'objectif du Rassemblement national, c'est de détricoter l'Europe de l'intérieur en réalité. Et donc pour revenir peut-être à la question de Jeannette, est-ce que le RN est le seul à tenir ce discours vraiment anti-européen ? Pas tout à fait. Alors Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, est dans une vision assez proche de celle du RN sur les questions européennes. Et puis il y a la gauche radicale, il y a LFI, la France insoumise, qui est dans une grande ambiguïté vis-à-vis de la Russie. Ça, c'est pour la version Jean-Luc Mélenchon, on va dire. Et aussi pour d'autres membres de cette famille politique, dans une opposition très forte à l'Europe libérale, en pointant les difficultés sociales qui ont été entraînées par les élargissements successifs. Par exemple, ça va être plus le discours d'un François Ruffin, notamment, mais avec quand même le risque de jeter le bébé européen avec l'eau du bain, en quelque sorte. Ulrich Pfeil, vous, qui êtes franco-allemand, puisque vous enseignez en France et vous êtes de nationalité allemande, comment vous voyez justement ce rapport entre les Français et l'Union européenne ? Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'Allemand ? Mais je crois qu'on a constaté aussi en Allemagne que en France, souvent, ça manque de pédagogie pour l'Europe. Je crois que c'est ce que ressort aussi, si j'ai bien compris, de votre analyse. Donc, souvent, Bruxelles, c'est le bouc émissaire pour beaucoup de choses. Et en Allemagne, je pense, quand on regarde l'histoire de l'Allemagne, ou de la RFA, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a gagné grâce à l'intégration européenne, parce que l'Allemagne, en 45-49 encore, 4 ans après la guerre, donc il fallait retrouver la souveraineté. Et grâce à l'Europe aussi, grâce à l'intégration européenne, l'Allemagne a regagné
céder sa souveraineté. Il faut peut-être dire que la France devait céder quand même des compétences, où l'Allemagne a gagné, la France a cédé des choses dans les années 50. Et j'ai l'impression que ni en Allemagne ni en France, on a oublié peut-être encore cet aspect historique. Et pour peut-être revenir aux élections européennes qui se présentent donc en juin 2024, comment vous voyez les choses en Allemagne? On ne peut pas se priver de constater que la campagne sur les européennes n'a pas encore vraiment commencé, alors qu'en France, on vient de l'entendre, il y a déjà des lancements de campagne et le sujet est dans le média presque tous les jours. Donc les Allemands sont-ils trop occupés par leur politique antérieure, Ulrich Feil, ou comment expliquer cela? Mais on constate que les partis allemands, je crois, ont tous leur programme, ont leurs candidats, mais ils font pas vraiment campagne pour les élections. Qu'est-ce qui préoccupe les Allemands? Je crois on peut pas vraiment distinguer entre politique intérieure et politique extérieure, parce que les sujets, c'est l'Ukraine, c'est les questions militaires, c'est le climat. Tout a une dimension intérieure, une dimension extérieure. Donc, quand on regarde aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, bien évidemment, il y a la question de la compétitivité de l'armée allemande, l'argent qu'il faut mettre pour que l'armée allemande soit au point. Donc, ça, c'est une question intérieure. Mais en même temps, toutes ces histoires, ou toutes ces questions autour de la guerre, c'est une question européenne ou même au sein de l'OTAN. Donc, tout est imbriqué entre politique extérieure, intérieure. Et quand je pense aussi au climat, c'est une question mondiale. Et bien évidemment, chaque pays a sa tradition. Chaque pays, la France mise sur le nucléaire, l'Allemagne mise sur les énergies renouvelables plutôt. Donc, il y a des traditions, une politique peu différente, sachant que le marché de l'énergie est européen. Donc là, il faut aussi jouer la carte de l'Europe. Je vous propose d'écouter un extrait de discours d'Olaf Scholz qu'il a tenu devant le Bundestag, le Parlement allemand. C'était le 20 mars 2024. Nous avons besoin d'une Europe capable d'agir. Une Europe capable d'agir et forte dans un monde qui comptera 10 milliards d'habitants vers 2050. C'est pourquoi nous avons besoin de meilleurs mécanismes de décision, de plus de décisions prises à la majorité. Il faudra également en discuter. Une Europe capable d'agir, c'est la meilleure réponse à tous les populistes, figés dans le passé et dans leur vision nationaliste, qui ne comprennent pas que dans le monde futur, seule l'Europe nous donnera la force, la puissance dont nous avons besoin pour défendre la prospérité et la démocratie. Ce qui est intéressant dans ce que dit le chancelier allemand, c'est qu'il pense lui aussi qu'il faut peut-être réformer l'Europe pour que les nations soient plus prises en compte. Mais au contraire de Bardella, lui, s'il veut renforcer ce processus de décision, c'est pour rendre l'Europe plus forte, car il pense que l'Union est essentielle au fonctionnement des 27. Évidemment, il est au SPD. Le SPD est un parti pro-européen. Est-ce que, comme en France, on a des résistances aussi à l'extrême gauche ou à l'extrême droite aussi fortes que LFI et le RN? Chez nous, ça représente quand même une grande partie du corps électoral. Est-ce que Olaf Scholz représente la majorité du corps politique allemand sur cette question-là? Je pense que cette position pro-européenne de Scholz, ça représente la majorité au sein du Parlement, ça représente la majorité des Allemands. Malgré tout, il y a aussi en Allemagne, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, des positions assez fortes contre Bruxelles, et même à l'extrême droite, au sein de l'AfD, il y a l'Allemagne devrait quitter l'Union européenne. Donc, je pense que Marine Le Pen a beaucoup atténuer son discours, c'est que l'AfD, l'extrême droite en Allemagne, n'a pas fait. Il y avait une radicalisation pendant les dernières années au sein de l'extrême droite en Allemagne. Et ce qu'on constate aussi à l'extrême gauche, il y avait toujours pendant des années le parti Die Linke, donc il y avait une division de ce parti, et donc il y a une moitié, on va dire, assez encore modérée, mais il y a maintenant un nouveau parti politique autour de Sarah Wagenknecht, qui a quitté donc le parti Die Linke, qui propose une politique nationale et sociale. Ça fait penser à autre chose quand on pense à l'histoire de l'Allemagne. Donc on a aussi au sein de l'extrême gauche un nationalisme, et je dirais aussi historiquement, les partis communistes étaient toujours des partis nationalistes. Parce qu'avec un discours internationaliste, ils ont pratiqué une politique nationaliste. Quand on pense au PCF en France, quand on pense aussi au Parti communiste allemand ou le SED, parti dirigeant en RDA à l'époque. Et Staline, je reviens en histoire, dans les années 50, il a misé sur le nationalisme dans les différents pays en Europe pour les mobiliser contre l'intégration européenne. Juste une question, vous avez parlé de l'AfD, donc qui est le parti d'extrême droite allemand. En France, l'extrême droite pèse près de 35% environ, si on cumule Reconquête et le Rassemblement national. Ça pèse combien l'extrême droite en Allemagne dans le corps électoral aux dernières élections en tout cas?
Quand on regarde les sondages, je crois que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui, l'extrême droite au niveau national ou fédéral avait dépassé les 20%. Mais je pense les dernières semaines, grâce aussi aux manifestations qui ont eu lieu en Allemagne, l'extrême droite a perdu des points dans les sondages. Mais il faut encore regarder entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Est. En septembre, il y a 3 élections dans les nouveaux Länder, Brandenburg, Thuringe et la Saxe. Et là, quand on regarde les sondages, ça tourne autour de 30%. Et avec cette question qui inquiète les partis démocratiques, est-ce qu'en Thuringe, par exemple, comment former un gouvernement sans l'AfD? Est-ce que c'est possible de former un gouvernement? Est-ce qu'il n'y aura pas, pour la première fois, un gouvernement dirigé par l'extrême droite en Allemagne? Donc, il faut voir vraiment au niveau régional en Allemagne où sont les différences, mais l'extrême droite est aussi bien ancrée à l'ouest, il faut le constater aussi. Laurence, Marine Le Pen se présente en positionnant non éligible sur la liste du Rassemblement national, comme Jean-Luc Mélenchon sur celle de la France insoumise. Que dit cette personnalisation de la campagne européenne en France? Est-ce qu'il y a cette juxtaposition des questions antérieures et européennes en France aussi que vous voyez? Effectivement, avec ces 2 personnalités qui sont présentes sur les listes du Rassemblement national et de LFI, on peut avoir la sensation que symboliquement, on rejoue 2022. Et il y a une personnalisation des élections qui est récusée par le pouvoir en place, mais en même temps entretenue par le gouvernement, avec le choix d'une tête de liste qui est inconnue du grand public, Valérie Ayé, dont le meeting d'entrée en campagne à Lille était au moins autant celui des ténors de la majorité. Il y avait tous les présidentiables potentiels qui ont fait leur discours les uns après les autres. Bon, nous, ce qu'on a entendu dans nos enquêtes, on a fait des enquêtes quali là-dessus, c'est qu'en fait, ça agace les Français, ça les frustre. Des personnes nous ont dit, sur les plateaux, on leur demande tout le temps s'ils sont candidats en 2027. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des élections en 2024. Ça, c'était il y a 2 mois, vous voyez. Donc, si on pense à ces élections, quels sont les enjeux pour mobiliser les Français, sachant que par ailleurs, il y a une désaffection politique qui dépasse largement ce scrutin en France. On le sait, l'abstention est élevée maintenant à chaque scrutin. Il va s'agir de mobiliser d'abord ceux qui votent aux autres scrutins, mais qui risquent de se désintéresser de celui-là. Et traditionnellement, on sait que les scrutins européens, c'est ceux où les gens se décident le plus tard. Et justement, dans notre enquête là toute récente, on a regardé ceux qu'on peut appeler les indécis, c'est-à-dire les personnes qui disent qu'elles ont l'intention d'aller voter. Sur un score de 0 à 10, elles ont entre 8 et 10 sur l'intention d'aller voter, mais elles ne savent pas encore pour qui. Et sur ces personnes-là, 2 points intéressants. D'abord, ces indécis, ce sont à 69% des indécises, des femmes. Donc, il va falloir aller convaincre les femmes en particulier. Et puis, quand on regarde leurs opinions, ce qui est très frappant, c'est que, dans l'ensemble, leurs opinions ne correspondent pas à la vision du Rassemblement national, justement. Ces indécis sont plutôt en faveur d'une Europe puissante, d'une Europe verte, et plutôt en soutien de l'Ukraine. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé cette étude « Le jeu est ouvert », parce que ce sont les autres partis plutôt que le RN qui ont encore le plus de marge de progression. Ça ne veut pas dire, évidemment, il faut être lucide, que le RN ne va pas très probablement faire un très gros score. Mais voilà, il y a une marge encore qui peut se jouer à cet endroit-là. Alors évidemment, la difficulté quand on a dit ça, c'est qu'on est conscient aussi de ce qu'on appelle parfois la fatigue des castors. Les castors, c'est ceux qui font les barrages. La lassitude de faire barrage face à l'extrême droite, de cette rhétorique du barrage, qui évidemment, scrutin après scrutin, est un petit peu usée. Donc je pense qu'il faut réussir à montrer aux Français qu'ils ne doivent pas seulement voter contre, mais voter pour. Quel est le choix positif qu'ils veulent faire pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain ? Il y a une chose très intéressante que vous avez dit, ces personnes interrogées sont en faveur d'une Europe puissante. Est-ce que les dernières années où on a vu l'Europe s'organiser et s'unir contre le Covid, contre la Russie lors de la guerre en Ukraine, sous la houlette de Ursula von der Leyen, qui est une des premières présidentes de la Commission les plus connues, je pense, en France. Les précédents noms étaient souvent ignorés, mais là, c'est une personnalité qu'on connaît. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, que la prise de pouvoir de l'Union européenne sur le territoire et la prise du pouvoir du personnel européen a changé les choses pour ces gens-là ? Alors, très peu, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, l'Europe de 2024, sur laquelle on demande aux citoyens de se prononcer cette année, n'est absolument pas l'Europe de 2019. On a vécu plusieurs révolutions.
au moment du Covid et au moment de la guerre en Ukraine, on a considérablement augmenté et accéléré nos capacités à prendre des décisions collectivement, à s'endetter collectivement aussi après le Covid, et le plan de relance qui a suivi en a été permis par cet endettement collectif. Tout ça, en fait, ça a, entre guillemets, très peu imprimé dans l'esprit des Français. Et donc, c'est peut-être l'histoire qu'il va falloir raconter, le fait que sur nos passes vaccinaux au moment du Covid, il y avait un drapeau européen, que cette harmonisation a été permise de façon assez spectaculaire et rapide. Mais en revanche, ce qui est tout à fait net dans notre enquête, c'est la vision d'une Europe forte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette Europe forte ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de la réindustrialisation. Là, ça monte extrêmement haut et surtout, c'est très consensuel. C'est 8 Français sur 10 en population générale qui sont favorables à une réindustrialisation de l'Europe. Et c'est très, très majoritaire dans tous les électorats, de LFI à Reconquête. Et l'autre volet de cette Europe forte, c'est peut-être inattendu parce qu'on assiste actuellement à ce qu'on pourrait qualifié de dumping écologique, la tentation de vouloir ralentir ou presque abandonner les ambitions du Green Deal européen, du pacte vert Après européen. Après le mouvement des agriculteurs qui s'est mobilisé partout en Europe Notamment. Et qui a fait reculer pas mal de gouvernements et pas mal d'institutions européennes. Absolument. Et justement, ce qui est contre-intuitif, c'est que les chiffres de notre étude sont très nets. C'est 6 Français sur 10 qui disent qu'ils sont favorables à ce que l'Europe joue un rôle de premier plan dans la transition écologique, quel que soit l'engagement de la Chine et des États-Unis. Et de la même façon, 6 sur 10 aussi qui disent qu'un leadership européen au niveau écologique les rendrait fiers d'être européens. Donc peut-être une façon de raviver la fierté d'être européen autour d'une vision écologique pour l'Europe. Dernière question avant de vous rendre la parole. Est-ce que la guerre menée par la Russie en Ukraine a aussi changé la vision des Européens, des Français en tout cas, sur l'Europe de la défense, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils préfèrent laisser aux régaliens français ? Alors là-dessus, plusieurs choses. D'abord, quand on interroge les Français sur leurs priorités aujourd'hui, les sujets qui sortent ne sont pas les mêmes si on leur demande leurs priorités pour la France et pour l'Europe. Et en l'occurrence, la guerre en Ukraine est un sujet qui monte beaucoup plus haut lorsqu'on leur demande de se projeter pour l'Europe plutôt que pour la France. Ce qui veut bien dire qu'ils considèrent que ce sujet doit être traité au niveau européen. Alors évidemment, les choses ont évolué en 2 ans. Le soutien que l'Union européenne apporte à l'Ukraine, les Français y restent favorables dans leur majorité. C'est 53%, c'est une majorité qui est un petit peu fragile et surtout qui cache de grandes disparités pour le coup selon les électorats. Ce score est minoritaire chez LFI, chez le RN et chez Reconquête. Et puis ce qui s'est un petit peu érodé dans le temps aussi, c'est justement la fierté liée à ce soutien que l'Union européenne apporte à l'Ukraine. Et en réalité, ce sujet de l'Ukraine, on voit qu'il a plutôt joué comme un amplificateur de tendance du point de vue de la vision de l'Europe et de l'attitude vis-à-vis de l'Europe. Ce dernier point m'amène peut-être aussi aux différences qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Comme on l'a vu précédemment, c'était une des pommes de discorde principales entre les deux pays. Ulrich Feil, même si la campagne n'a pas encore réellement commencé en Allemagne, comment vous voyez les préoccupations principales pour cette campagne pour les Allemands ? Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est un des sujets phares ? Comment se présente le soutien de la population allemande vis-à-vis de ce sujet ? Ou quels d'autres sujets pourraient être les sujets clés de la campagne qui pourrait structurer en quelque sorte la campagne pour l'Allemagne? Mais je pense effectivement c'est la guerre en Ukraine qui joue un rôle important, mais c'est aussi la question de la migration. Parce que là, je pense quand on compare les chiffres entre la France et l'Allemagne, j'ai entendu l'autre jour que, en gros, la Bavière a accueilli autant de réfugiés que la France entière. Donc là, on voit quand même une différence. Et quand on va à Berlin, on voit une présence quand même ukrainienne qui s'est réfugiée. Donc je pense que ça joue un rôle. Et ça joue aussi un rôle parce qu'il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui disent dans leur ville, ils n'arrivent plus à accueillir tous ces réfugiés qui voulaient peut-être accueillir. Donc, il y a effectivement un problème financier, etc. Donc, je pense que c'est climat, migration, guerre en Ukraine. À mon avis, ce sont les 3 sujets qui préoccupent les Allemands. Quand vous interrogez les Français et puis les autres Européens que vous avez consultés pour cette étude, qu'est-ce qu'ils accusent de ce manque de connaissances ? Est-ce qu'ils reprochent ça aux médias ? Est-ce qu'ils reprochent ça aux politiques qui ne s'emparent pas des bonnes questions ? Qui, selon eux, ne fait pas assez d'efforts pour les intéresser aux vraies thématiques européennes ? Alors, les 2 ou les 3 même, c'est-à-dire le reproche est peut-être d'abord et avant tout fait à l'Europe elle-même. Une personne nous a dit « l'Europe ne sait pas se faire sa pub ». Et je dois dire que c'est sans doute à raison, puisqu'on en parlait à l'instant sur le Covid, par exemple. Je pense que l'Europe n'a pas su raconter cette histoire véritablement. La dernière campagne de communication de la Commission européenne était, je trouve, relativement hors sol, avec des images très générales sur des jeunes à côté de panneaux solaires. Exactement. Et puis des termes
conceptuels, démocratie, paix, etc. Mais il faut qu'on raconte des histoires concrètes, en fait, de ce qui se passe dans la vie des gens. On aurait vraiment des pubs pour assurance ou pour mutuelle, Absolument. mais il n'y avait aucun discours derrière. Absolument. Effectivement, je vous le conseille. C'était désincarné et très conceptuel. L'Europe, d'abord. Les politiques aussi, avec ce reproche qui leur est fait de tout ramener aux enjeux nationaux et aussi de prendre l'Europe comme bouc émissaire et de parler de Bruxelles comme si Bruxelles, ce n'était pas nous, pardon, mais quand on dit Bruxelles, on a l'impression qu'il s'agit d'une capitale étrangère. Bruxelles, c'est nous, en fait. Voilà, les députés français sont extrêmement nombreux au Parlement européen qui est à Strasbourg, qui est dans notre pays, je tiens à le rappeler. Et puis aussi les médias, et c'est très important de le dire, il y a des études qui l'ont documenté. En fait, les médias français sont ceux qui, des 27 États membres de l'Union européenne, traitent le moins les questions européennes. Donc, je salue évidemment l'initiative qui est la vôtre de dédier tout un podcast à ces élections, mais on a beaucoup de marge de progression de ce point de vue-là. Les médias allemands traitent beaucoup des questions européennes et en particulier des élections européennes, où c'est un sujet qui passe au second plan, un peu comme en France. Comment ça se passe ? Avant de répondre à votre question, je reviens aux questions concrètes qu'on doit présenter. Je reviens dans le cadre du franco-allemand, parce qu'au début de la pandémie, quand il y avait encore beaucoup plus de malades en France qu'en Allemagne, dans le cadre du jumelage franco-allemand, il y avait des villes allemandes qui ont accueilli des malades français, et le secrétaire général de l'OFAGE, Tobias Büttel, qui avait dit « les jumelages ont sauvé des vies ». Et je crois que c'est ça des questions, des histoires concrètes qui montrent la capacité soit de l'intégration européenne, soit aussi des jumelages ou des activités du franco-allemand. Donc je pense qu'il faut mettre ça en avant pour montrer ce que les Européens ou les Français et Allemands sont capables de faire. Pour revenir à votre question, je pense aussi que quand on compare les informations de 20 heures, on va dire, les informations en Allemagne, c'est beaucoup plus international. Donc en France, c'est souvent très franco-français. Quand on compare aussi, qu'est-ce qu'on dit au début de ces infos de 20 heures, on voit, en ce moment surtout, c'est des questions, c'est la guerre en Ukraine, c'est le climat. En France, ça reste très franco-français. Donc il y a, tout à l'heure, j'ai parlé de la pédagogie européenne. Je pense aussi, pourrait passer par les informations de 20 heures. Et là, je pense qu'il y a encore un rattrapage à faire côté français. Peut-être pour clôturer sur la question pour les élections européennes, comment mobiliser donc les citoyens. Laurence et Ulrich, vous avez déjà mentionné donc l'importance, la nécessité de montrer des projets concrets qui touchent vraiment le quotidien des citoyens. Mais voilà, pour récapituler, quelles sont les pistes selon vous, donc les remèdes un peu en quelque sorte pour inciter donc les gens d'aller voter et les convaincre du projet européen, Laurence? Oui, parce que je précise que votre organisation est un think tank, mais vous dites vous-même que c'est un think and do tank, donc vous avez aussi des propositions concrètes à formuler. Oui, absolument. Je pense qu'il faut toujours partir de là où les gens sont, quelles sont leurs priorités aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment tout en haut de la pile pour eux. Et pour les Français, ça reste le pouvoir d'achat, la priorité numéro 1 qui écrase toutes les autres. Or, ils ont aujourd'hui la vision que les politiques européennes auraient un impact négatif sur le pouvoir d'achat. Là aussi, il faut au contraire expliquer que la zone euro a été plutôt protectrice dans un contexte d'inflation, que l'inflation, qui certes est élevée en France, est beaucoup plus élevée au Royaume-Uni, et que au contraire, l'Europe nous protège aussi de ce point de vue-là. Sur le climat, qui est une préoccupation importante aussi, ce n'est évidemment pas le moment de baisser les bras. Hein. Je pense que le pic des émissions mondiales, on n'y est pas encore, mais il est plus si loin que ça. On a fait des progrès déjà très importants, et donc je pense qu'il faut montrer là aussi aux Français ce qu'il y a à gagner, ce qu'il y a à perdre aussi. Le fait que la vision foncièrement climato-sceptique du Rassemblement national se voile la face quant à l'éventualité d'un monde à plus 4 degrés. Hein, il faut être clair là-dessus. Et encore une fois, parler de tous ces sujets de manière concrète. Quand on dit Fit for 55, par exemple, ça ne veut rien dire pour les Français. Donc, une Europe, c'est l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Il faut leur parler de voitures électriques, de la place de voitures thermiques. Il faut leur parler de choses concrètes, d'après ce que j'ai compris. Ce que vous disiez en introduction, ce qu'ils retiennent, c'est le port USB-C, le roaming et voilà. Oui, c'est ça. Dans notre étude, c'était même ce qui ressortait, si vous voulez, c'était boire, manger, respirer. C'est vraiment le quotidien. Donc, c'est une eau qui est de qualité, une alimentation saine pour ses enfants, un air qu'on peut respirer sans devenir asthmatique. C'est tous ces sujets de préoccupation du quotidien des Français sur lesquels l'Europe apporte des réponses concrètes. Il y a aussi une critique qui est souvent faite à l'Union européenne, c'est trop de normes. Les politiques français en particulier disent que c'est une imposition de normes totalement perpétuelle. Est-ce que ce sont des choses que les Français ressentent, en tout cas les Français que vous avez interrogés ressentent? Est-ce qu'ils ont l'impression de crouler sous les poids de normes imposées par l'Union ?
Alors là-dessus, on a vu tout récemment, pendant la crise agricole, effectivement une dénonciation des normes européennes qui asphyxieraient le secteur agricole et puis qui lui imposeraient une concurrence déloyale. Et ça, effectivement, l'opinion va assez haut dans ce sens-là. C'est un discours que le Rassemblement national a beaucoup instrumentalisé pour... en général, faire du Green Deal bashing à tout va. Mais au-delà de ça, en fait, c'est plus nuancé. C'est-à-dire qu'on a entendu, les gens disent ces normes qui nous emmerdent, je cite ce qu'on a entendu, et en même temps qui nous protègent. Les normes sur les jouets des enfants, les normes sur l'alimentation, tout ça, il y a une conscience qui progresse dans l'opinion que, en fait, on en a besoin dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. Voilà. Ulrich Feil, comment vous voyez cela en Allemagne? Quels sont un peu les a priori sur lesquels il faudrait faire encore plus de pédagogie? On a parlé par exemple sur la transition écologique, avec un modèle allemand peut-être qui se retrouve en question avec une industrie encore très forte et la question de la compétitivité. Est-ce que vous voyez encore d'autres sujets sur lesquels il faut donc mobiliser les personnes pour aller voter, pour les convaincre? Je pense que la société civile commence à se mobiliser en Allemagne et il faut espérer que cette mobilisation contre l'extrême droite se traduit aussi par une vote pour, au moins, tout simplement, que peut-être la participation augmente à nouveau parce qu'on veut préserver l'Europe. Ça concerne peut-être un petit cercle, mais je vois dans le cadre du franco-allemand, toutes les organisations franco-allemandes, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le Fonds citoyen franco-allemand, l'Université franco-allemande ou le jumelage, ils proposent des projets européens, ils proposent des projets aussi pour préserver cette démocratie, pour préserver aussi tout ce que l'Europe nous a apporté. Pour terminer sur 2 points très concrets, je voudrais inciter tout simplement vos auditeurs à prendre dès maintenant leur agenda ou leur smartphone et à inscrire la date du dimanche 9 juin dans leurs agendas. C'est ce jour-là qu'il faudra aller voter. Et puis peut-être aussi, comme on a dit que le Parlement européen était dans notre pays, je voudrais signaler qu'on peut le visiter, qu'il est ouvert au public. Je vous rejoins, Laurence, sur cette incitation à aller visiter Strasbourg. C'est très impressionnant, on voit la fourmilière. Et j'aurais un autre conseil pour nos auditeurs et auditrices, qui est de regarder la série Parlement, qui a été produite par France Télévisions. Alors, elle est en langue anglaise, française et allemande, en VO. Je ne sais pas si nos amis allemands ont des sous-titres allemands, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'intéresser les Français au fonctionnement de l'Union européenne. Sous couvert d'humour, on peut avoir l'impression que c'est un peu anti-européen, mais au contraire, c'est une grande déclaration d'amour à l'Europe et surtout au Parlement européen. Merci Laurence Denervaux. Merci beaucoup. Merci Ulrich Feil. Merci Jeannette, on se retrouve pour un prochain épisode de Europa 2024.